scène m'a permis de me plonger entièrement dans le personnage et de vivre pleinement chaque instant. Cette expérience a renforcé encore plus ma passion pour le cinéma. Jouer, ce n'est pas seulement interpréter un rôle, c'est ressentir, transmettre et partager des émotions véritables. Et aujourd'hui, plus que jamais, je ressens l'envie d'explorer encore davantage ce merveilleux art qui me permet de m'exprimer avec autant d'intensité. Bravo. Mentionné que j'ai bien aimé mélanger mes deux plus grandes passions, c'est-à-dire le français et le théâtre. Depuis ma première enfance, j'ai choisi cette voie pour mener ma vie. Depuis environ 13 ans, j'étudie le français et depuis presque 7 ans, j'ai choisi de construire mon existence autour du théâtre, du cinéma, que je veux être actrice. Le début de ma coexistence avec le théâtre et le cinéma est carrément bizarre. Enfant, j'avais très peur d'entrer dans une salle de cinéma ou de théâtre qui me semblait immense, sobre, quelque chose d'effrayant pour un enfant de quelques années. Au fil du temps, toute cette obscurité, cette sobriété et cette répulsion envers la nouveauté, envers la grandeur que les yeux d'un enfant ne pouvaient percevoir, tout s'est transformé en une lumière de connaissance et de passion qui m'a frappé au point le plus sensible. J'aime regarder l'art corporel, l'art du visage, du ton et l'art des mots, et j'aime le pratiquer aussi. Je trouve mon réconfort au théâtre et sur scène. En même temps, l'année dernière, je me suis rendu compte que la réalisation d'un film est une autre branche très intéressante de l'art cinématographique, et c'est même la plus importante, je dirais. La mise en scène exige une très grande complexité de qualité, de prédilection, de moyens d'énergie, d'effort et de temps que tout autre métier dans ce domaine. Je ne sais pas comment évoluera ma vie, mais je sais avec certitude que je veux combiner ces trois passions, c'est-à-dire le jeu de l'acteur, la mise en scène et surtout le français. Merci. Bine ați venit, bonjour! Avem astăzi plăcerea să vi-l prezentăm pe domnul David Bongar, care va susține conferința la care v-am invitat de câteva săptămâni încoace și despre care vom mai vorbi imediat în franceză. Alături de noi sunt și autoritățile județului și de-aia am început să vorbesc în română, în loc de a vorbi în franceză, pentru a-i da cuvântul, în primul rând, domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Ciprian Trifan, doamna director a Centrului de Excelență Vaslui, doamna profesoară Gabriela Precintă, este de asemenea alături de noi, Centrul Județean de Excelență fiind iată, instituția organizatoare a evenimentului nostru de astăzi. Printre alți parteneri dragi și alăturați tuturor inițiativelor și modalităților noastre de exprimare se află aici doamna vicepreședintă a Academiei Vândădene, doamna profesoară Elena Popovici. Vă mulțumim tuturor pentru prezență și ca să nu vorbim mai mult decât este cazul, eu ca și anfitrion, am să rog pe domnul președinte Ciprian Trifan să ne adreseze un cuvânt de bun venit și de bun augur. Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor! Eu nu o să stau foarte mult, pentru că va trebui să plec la Suceava. În primul rând, să-i urăm bun venit domnului David Bongar, cu care ne-am întâlnit și ieri și ne bucurăm că este aici la noi acasă.
reprezentând comunitatea francofonă, care nu înseamnă numai o comunitate lingvistică, ci o comunitate de idei, o comunitate de solidaritate, de pace și așa mai departe. Vă urez succes. Franceza mea are o chestiune hilară, dar vreau să o povestesc chiar astăzi la zilele francofoniei. Vă urez succes, iar tinerilor îi îndemn să învețe franceza așa cum învață engleza, pentru că lumea și geopolitica se schimbă și veți avea nevoie și de această limbă. Mulțumesc frumos și vă urez succes în continuare. Doamna director. Bună ziua! Vă spun și eu bine ați venit, atât oaspetului nostru, cât și dumneavoastră, colegilor profesori de limba franceză și cu o mare bucurie, pentru că văd în sală mulți elevi, le spun și lor bun venit. Toate aceste activități sunt pentru ei. Ei sunt în centrul atenției noastre, atât în sălile de clasă, în sălile de pregătire la grupele de excelență, dar iată că noi avem ca prioritate o componentă culturală și pentru că avem atât de mulți copii care studiază limba franceză, dăm curs oricărei invitații de acest fel. Ne onorează prezența domnului Bongar în județul Vaslui și în cadrul unui parteneriat cu Academia Bârlădeană, dar și cu Centrul de Excelență. Eu sper să avem o conferință plăcută, este o oportunitate pentru profesori, dar și pentru elevi mai ales, așa cum spuneam. Și vreau să-i felicit cu această ocazie și pe ei și pentru următorii lor, pentru că avem rezultate excepționale la limba franceză și anul acesta. Aproape toate locurile de la Olimpiada Națională sunt ocupate de către elevii care studiază și la Centrul de Excelență. Și, practic, aceasta este menirea noastră, să-i pregătim zi de zi. Franceza este o limbă absolut superbă. Îmi pare rău că nu am studiat nici măcar o oră la școală ca elev, dar sunt o mare admiratoare a culturii franceze, a istoriei Franței și întotdeauna am pledat pentru o legătură foarte apropiată cu Franța și cu colegii de acolo. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc domnului președinte Ciprian Trifan pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă în organizarea acestor evenimente și în tot ce întreprindem noi. Mult succes! Un petit mot. Sans me prévenir, voilà. Bonjour Vaslui. Bonjour la francophonie aujourd'hui à Vaslui. Rebonjour M. David Bongar, à qui j'ai demandé, quand il est entré dans la salle, s'il n'a pas déjà oublié Bellade. Il m'a assuré que non. On verra bien. Merci et félicitations, chers collègues, Alexandre Mouetza, d'avoir organisé cette journée spéciale, ou ces journées, puisqu'il y en a deux, destinée à la francophonie dans notre département, en continuant ce qui a commencé, je dirais, l'année passée, puisque notre collaboration dans ce projet a commencé en automne passé, et il a continué par un concours dont la festivité de remise de prix s'est déroulée jeudi à Bellade, exactement le jour de la fête de la francophonie. Bonjour chers collègues de Vaslui, Academia Bârlădeană qui a un département francophone, qui sort une revue Francophilie roumaine, qui organise de telles activités, de tels projets. Je vous salue, chers collègues et chers élèves, et j'espère que cette conférence, cette réunion d'aujourd'hui va comment dire, clore en beauté les journées de la francophonie dans notre département. Merci. Bon. Et moi aussi, j'ai mon petit mot d'introduction de M. Bongar. Alors, en français cette fois-ci,
Mesdames et messieurs, chers collègues, chers élèves, bienvenue à toutes et à tous ici dans cette majestueuse salle Ștefan cel Mare du conseil départemental de Vaslui, où pour une fois, nous n'allons pas débattre de budget, de route ou de trottoir, mais de francophonie. Et pas n'importe laquelle, celle d'aujourd'hui, celle de demain, celle qui nous unit par la langue et par l'esprit. Nous célébrons aujourd'hui non seulement la Journée internationale de la francophonie, mais aussi un événement rare à Vaslui, une conférence prestigieuse avec un invité qui a vu du pays et pas qu'un peu. Nous avons l'honneur d'accueillir le docteur David Bongar, un homme dont le CV est si impressionnant qu'il pourrait presque décourager les plus motivés d'entre nous. Mais rassurez-vous, il est aussi une personne brillante et c'est justement pour ça qu'il est ici. Alors, qui est-il, M. Bongar? Suisse d'origine, ce qui explique son calme légendaire. Il est diplômé de Lausanne, de la célèbre London School of Economics, a fait des recherches à Paris, vécu en Amérique latine, conseiller du Parlement, travaillé pour la diplomatie suisse, enseigné à l'université et depuis 2004, il représente avec passion l'Organisation internationale de la francophonie à travers le monde. Aujourd'hui, M. Bongar est premier conseiller à la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale, basé à Bucarest. Il parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol, et je vous rassure, il comprend aussi très bien quand les élèves chuchotent au fond de la salle. Donc attention. Même en roumain. Son regard sur la francophonie est à la fois politique, humain, engagé et lucide. Il sait que cette langue que nous partageons n'est pas seulement une matière scolaire avec des conjugaisons tordues et des accords capricieux. C'est aussi une clé d'ouverture vers le monde, une langue de dialogue, de création, de coopération, d'avenir. Et aujourd'hui, il est ici pour nous parler de tout cela à travers une conférence au titre évocateur. La F majuscule versus F minuscule, francophonie entre mythe et réalité. Alors que vous soyez professeur passionné ou élève bilingue, curieux, curieuse de savoir où peut vous mener la langue française, ouvrez grand vos oreilles et vos esprits. Merci de l'accueillir chaleureusement, Dr David Bongar. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci Alexandro. Monsieur le Président, alors l'ordre protocolaire, excusez-moi, je pense, ça va être Madame la Directrice du Centre d'Excellence, Madame l'Inspecteur, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, chers amis de la francophonie, tout d'abord un grand merci pour votre accueil ici à Vaslui. Alors hier, j'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur le Président, avec lequel j'ai eu la possibilité de parler de ce que c'est la francophonie. Madame l'a bien résumé, langue française, éducation, formation, paix, démocratie, etc. Et la JUDEPS de Vaslui m'a offert 4 ou 5 kilos de maximes et de citations en roumain. Alors, j'ai du travail pour pouvoir être sage en roumain. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler, comme il a été indiqué, de francophonie. Je vais me rasseoir, ne vous inquiétez pas, parce que sinon je sais que je suis un peu grand et un peu costaud. Je voulais aussi donc remercier l'ensemble des professeurs et des enseignants qui œuvraient, comme vous l'avez dit, tous les jours à l'enseignement de la langue française. Une langue française qui a été fêtée le 20 mars, c'est-à-dire il y a 2 jours, sur le plan international, date de la création de la francophonie. Alors sachez, pour rompre un peu avec le pessimisme que vous avez indiqué dans votre discours, après la fête nationale en Roumanie, la Journée internationale de la francophonie est une des fêtes les plus fêtées en Roumanie, notamment grâce à vous, les étudiants et étudiantes, et bien entendu accompagnés des professeurs. Voilà, donc un petit mot liminaire simplement pour vous remercier.
Pour vous dire aussi que la francophonie, c'est aussi la diversité linguistique. Donc, je vais parler, voy a hablar en español para todos, para que entiendan bien. I'm not going to speak in English neither. Je möchte nicht auf Deutsch sprechen. Je vais parler en français. Voilà, simplement pour vous indiquer que le français s'inscrit dans un cadre de multilinguisme qu'est l'Europe. L'Europe avec sa richesse. Avant-hier, sauf erreur, avec Madame Popoyou et l'Académie de Barlade, nous avons eu l'occasion d'aller visiter l'inauguration, la rénovation de la maison mémoriale d'Alexandru Ion Cuza. Alors vous le connaissez tous, j'imagine, hein, je ne vais pas faire cet affront. On le voit ici encore sur la place avec une superbe statue. Alors sachez que les ancêtres de la Roumanie étaient francophones, voire francophiles, et cet ancêtre illustre de la région était un parfait francophone. Donc j'espère que vous allez suivre ces traces hein, pour devenir des aussi bons francophones et des aussi bons francophiles que vos ancêtres. Voilà, ça c'est mon petit mot liminaire. Maintenant on va passer directement, encore simplement remercier le président. Merci encore. Merci beaucoup encore. Et donc on va parler de francophonie. Alors rapidement vous présenter un tout petit peu le plan. Au vu du public, je vais essayer de parler. Vous pouvez utiliser le micro devant pour ne pas vous encombrer. D'accord. Un, deux. Donc je vais simplement d'abord parler de ce que c'est la francophonie, quelques notions, quelques concepts, quelques chiffres aussi, savoir un peu ce qu'on fait dans la région, et après parler justement de ces fameux préjugés, voire des mythes, et je vais essayer aussi de vous faire parler, essayer d'avoir un peu d'interaction. Alors tout le monde est bienvenu dans la prise de parole, y compris les professeurs, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais quand même encore remercier Alexandru Mitsa pour l'organisation de cette matinée, et peut-être encore lui laisser la parole une petite minute pour qu'il nous dise pourquoi on fait un petit concours à la fin. Pourquoi? Pour qu'il soit attentif peut-être. Pour démontrer que ça peut bien se faire. Alors, on a un petit concours à la fin, un petit questionnaire auquel on peut avoir accès par le biais d'un... Ah non, non, non. Ah non, non, ok. Je dis rien. Alors, je dis rien. Alors, patientez. À la fin, on aura un concours. D'accord. Donc voilà, donc écoutez bien, c'est le but du jeu. Donc, si on peut passer à la première diapositive, on l'a légèrement effleuré. Alors, on fait une distinction entre la francophonie avec un grand F et la francophonie avec un petit F. Alors, qu'est-ce que c'est? La francophonie avec un petit F, c'est vous et moi. Ce sont les locuteurs, donc les gens qui parlent le français. Et parmi vous, la plupart d'entre vous, en tout cas, vous essayez à la langue française, vous la parlez bien. Donc, c'est les 321 millions de francophones à travers le monde. La francophonie avec un grand F, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les institutions, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi d'autres institutions que représentent par exemple TV Saint-Monde, que vous connaissez peut-être en regardant la télévision, l'Agence universelle de la francophonie, les alliances françaises, les centres culturels français, l'Association internationale des maires francophones, donc des mairies, etc., font partie de ce cadre institutionnel qui est recouvert par le vocable francophonie avec un grand F. Un autre terme qui n'est pas sur la diapositive est les francophiles. Alors, qu'est-ce que c'est un francophile? Ce sont tout simplement des personnes qui aiment la langue française. Alors, vous pouvez être francophone et francophile, souvent c'est le cas, parfois c'est pas le cas, mais ça peut être le cas. Vous pouvez tout simplement francophile sans parler la langue française. Il y a beaucoup de gens qui sont francophiles et qui ont une admiration pour tout ce que véhicule, comme l'a dit le président du département, des valeurs, des idées, des concepts, etc. Donc on peut tout à fait être francophile sans être francophone. Mais nous espérons quand même que vous soyez un peu francophone.
Donc, je le disais, 321 millions de locuteurs. Si les structures d'éducation administrative et qui accompagnent les étudiants et les élèves à l'avenir, nous escomptons, d'après les projections, pour 2050, 700 millions de francophones dans le monde. Alors il est vrai qu'en Europe, notamment en Europe centrale et orientale, il y a un intérêt moindre par rapport à la langue française, mais parfois par aussi méconnaissance de ce qui se passe ailleurs. Comme vous le voyez aussi sur le graphique, ça va, je ne parle pas trop rapidement? Inselek? Là? C'est bon? Ok. Ok. Donc, 62% sur le continent africain, 85% en 1970, 1970, on dit 70 en Suisse ou au Congo et en Belgique, 31% en Europe, 6,6% en Amérique, Caraïbes. Alors, est-ce que vous savez pourquoi dans la Caraïbe et puis dans les Amériques, il y a 6,6%? Quels sont les deux pays majeurs de la francophonie dans les Amériques? Quelqu'un voudrait répondre à ça? Nous? Là? Donc le Canada, avec le Québec, bien entendu, presque 9 millions de locuteurs, et pas uniquement dans le Québec, il y a aussi l'Ontario, il y a 30% des gens qui parlent le français, par exemple, et Haïti, aussi, où les gens qui ont accès à l'éducation sont particulièrement bilingues. Et puis un pays qu'on oublie souvent, où il y a quand même 10 à 15% de francophones, c'est l'Uruguay, pour des raisons XY, voilà. Donc, et l'Asie-Pacifique ou l'Océanie, 0,3%, essentiellement dû aux réminiscences à l'ancienne colonie française, au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Donc la langue française est la 6e langue la plus parlée au niveau international, après l'anglais, le mandarin, l'hindi, l'arabe et l'espagnol. Donc c'est une langue internationale comme bon nombre. Je vais changer la diapo. Alors, qu'est-ce que c'est une langue internationale? Une langue internationale, souvent j'entends parler des gens qui disent ah, c'est l'anglais, c'est l'anglais. It's English, it's English, it's English, all the time it's English. Oui, c'est l'est. Mais c'est aussi l'espagnol, c'est aussi le russe, c'est aussi le français, c'est le portugais. C'est aussi le quechua. Le quechua, qui est une langue amérindienne qui est parlée dans plus de 5 pays. On l'oublie, c'est 15 millions d'habitants, quand même. 15 millions de locuteurs. Donc Pérou, Bolivie, Équateur, nord de l'Argentine et du nord du Chili. Donc c'est une langue internationale, le français, comme bien d'autres. Ici, dans cette diapositive, vous voyez que c'est la 2e langue la plus apprise après l'anglais. Donc sur pratiquement toute la planète, on peut apprendre le français dans n'importe où. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les langues. C'est difficile d'apprendre l'italien au Vietnam. C'est difficile d'apprendre le néerlandais en Chine. Donc il n'y a pas le français dans toutes les structures administratives et d'enseignement scolaire. Donc le français est vraiment partout représenté sur les 5 continents, ce qui en fait une force. Et également, c'est la première langue qui est apprise par les anglo-saxons. C'est-à-dire les anglophones, les Américains, les Australiens, les Britanniques, etc., apprennent d'abord le français avant l'allemand, ou avant le portugais, ou avant l'espagnol. Ce qui en fait une langue extrêmement apprise. Et on oublie souvent qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a près de 4 millions de francophones aussi. Ce qui représente un certain nombre de personnes, même s'ils ne font pas partie de la francophonie. Donc vous voyez sur la carte des concentrations de population, donc en violet c'est là où il y en a le plus, et après ça s'estompe, et vous voyez qu'en jaune clair, c'est là où il y en a un peu moins, et puis bien entendu en bleu c'est là où il y en a pratiquement pas ou peu. Donc vous avez vu, je vous parlais des États-Unis, vous voyez, il est en jaune. On passe à la prochaine slide. Donc le français dispose d'un certain nombre de statuts. Il peut être langue officielle, langue nationale ou langue privilégiée. Donc comme vous le voyez ici, le français est une langue officielle dans un bon nombre de pays. Par exemple en République démocratique du Congo, par exemple en Belgique, par exemple au Canada, en Suisse, en Haïti, etc. Donc c'est une langue internationale qui dispose, le prochain diapositive s'il vous plaît, qui est statut officiel dans plus de 27 pays. Donc si on utilise ce critère comme
le statut juridique dans les États, il y a 27 États sur la planète où le français est langue officielle. Si on le compare avec l'autre pays, l'anglais est à 45, donc le français est en deuxième position, avec l'arabe 25, l'espagnol 20, etc., etc. Vous voyez ici sur la diapositive. Après, vous avez le malais, le mandarin, le russe. Je n'ai pas marqué le quechua, mais on aurait pu le marquer. Le français également, non, on l'a mentionné, d'usage international, notamment dans les organisations internationales. Alors, vous connaissez l'Union européenne, vous connaissez les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, vous connaissez peut-être moins l'Organisation des États américains, qui régit l'ensemble des Amériques, mais vu qu'il y a le Canada et vu qu'il y a Haïti, donc le français est également une langue de travail, et le Conseil de l'Europe et bien d'autres. Je vais passer rapidement sur l'origine de la francophonie. Je ne veux pas trop vous ennuyer, mais juste pour vous dire pourquoi ça a été créé par les pays du Sud, contrairement au Commonwealth. Le Commonwealth, donc qu'est-ce que c'est? Ce sont le regroupement des pays issus de la couronne britannique. Et ce sont donc le Niger, la Tunisie, le Cambodge et le Sénégal, des hautes personnalités qui ont décidé que de créer ce mouvement de la francophonie. Alors il y a toute plein d'étapes, mais qui ont posé les bases et la création le 20 mars 1970. Si vous êtes à Bucarest, par hasard, si vous allez près de la Casa Popului, il y a sur votre gauche une place de la francophonie avec un buste de Léopold Sédar Senghor, qui est poète, écrivain, homme politique, etc. Et vous le verrez là-bas. C'est une place qui a été inaugurée à l'occasion du 20e anniversaire de l'adhésion de la Roumanie à la francophonie. Donc, prochaine slide, il y a un certain nombre de structures, donc je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça. Donc le 20 mars, je vous l'ai dit, création de l'OIF, enfin ce qu'allait devenir l'OIF, on l'appelait à l'époque Agence de coopération culturelle et technique, différents sommets de la francophonie. Vous savez que la Roumanie a accueilli un sommet de la francophonie en 2006. Le dernier a eu lieu récemment, au mois d'octobre de l'année passée, à Paris. Le prochain aura lieu au Cambodge. Donc ce sont des chefs d'État et de gouvernement se rencontrent pour valider les grandes orientations de l'OIF dans les différents domaines qui l'intéressent. Je vous l'ai mentionné, éducation, environnement, paix, etc. Alors, vous souvent me posez la question, mais M. Bongard, pourquoi est-ce que l'Albanie ou pourquoi est-ce que le Kosovo, la Serbie sont membres de la francophonie? Il y a peu de locuteurs. Alors, ce n'est pas automatiquement en fonction du nombre de locuteurs qu'on devient membre de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est en fonction de l'effort consenti par les États pour mettre en valeur la langue française dans leur système d'éducation, mais dans leur diplomatie aussi, et au niveau également des valeurs. Alors, pour prendre un exemple concret, la Roumanie, par exemple, la Roumanie est souvent ses ambassadeurs aux Nations Unies, à Bruxelles, pratiquement tous les diplomates roumains parlent le français, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et ils prennent la présidence souvent des groupes d'ambassadeurs francophones. Ici en Roumanie, on a un groupe d'ambassadeurs francophones, ils sont 33, donc il y a le Maroc, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a le Canada, le Liban, le Congo, etc. Et souvent, ce sont des diplomates roumains qui prennent la présidence de cela. Vous avez des avantages, j'en reviendrai après, parce que vous n'êtes pas un pays qui est connoté sur le plan politique colonial, et vous êtes un pays avec une très bonne réputation sur le continent africain. J'y reviendrai. Donc on passe les structures, rapidement mentionner qu'une organisation internationale n'est pas une association. Une association, c'est une organisation non gouvernementale. Nous sommes une organisation gouvernementale. Donc ce qui régit notre organisation, ce n'est pas le droit national, c'est le droit international. Par exemple, ici à Bucarest, en Roumanie, nous avons ce qu'on appelle une représentation, donc c'est une commune ambassade, nous disposons d'un statut diplomatique et nous sommes des fonctionnaires internationaux protégés par les conventions de Vienne, donc vite, et donc nous sommes considérés comme des diplomates. Donc la grosse différence,
c'est que dans une organisation internationale, ce sont les États qui sont membres, dans une organisation non gouvernementale, ce sont des individus. Voilà. 4 opérateurs, je voulais les mentionner, donc l'Agence universelle de la francophonie, TV5 Monde, l'Université Léopold Sédar Senghor, etc. L'Assemblée parlementaire de la francophonie. La Roumanie dispose d'une section interpartie, où tous les partis sont représentés dans cette section francophone, mais bien entendu, le critère, c'est que le député ou la députée ou le sénateur ou la sénatrice doit parler le français. Voilà. On change de... Encore. Voilà. Merci. On applaudit quand même. Bravo. Donc là, vous voyez une carte avec donc les pays qui sont membres de la francophonie, donc en violet, les pays qui sont observateurs. Alors, on peut se dire, waouh, il y a 54 pays qui sont membres de la francophonie, alors pays et gouvernement. On fait la distinction parce qu'il y a aussi, par exemple, le Québec qui fait partie de notre organisation, et ce n'est pas un pays en tant que soi. Ou bien nous avons également la Wallonie qui est la partie où on parle le français en Belgique, etc. Et donc on peut se dire, mais pourquoi d'un coup le Mexique ou l'Argentine sont observatrices? Parce qu'ils ont aussi des soucis ou des préoccupations qui sont communes. Par exemple, comment gérer la diversité? Comment gérer la diversité linguistique? Comment gérer la diversité culturelle? Et nous apportons des réponses, ou des débuts de réponses, où nous favorisons la réflexion sur ces objets-là. D'ailleurs, avec l'Académie de Barlade, nous espérons qu'à la fin de cette année, organiser une petite rencontre avec un certain nombre d'experts sur la diversité culturelle et sur l'adhésion de la Roumanie à la Convention de l'UNESCO sur la protection des diversités culturelles. Voilà. On avance un peu, voilà. Concernant les objectifs, je vais dire aux objectifs, donc on a des programmes, on essaie de mettre en place un certain nombre de projets. Donc la langue française au service des cultures et de l'éducation, la langue française au service de la démocratie et de la gouvernance, la langue française comme vecteur de développement durable. Ce sont de grands projets, on met en place, par exemple au Congo et au Gabon et en République centrafricaine, des grands projets de sauvegarde des forêts. Nous mettons aussi en lien, parce que vous savez qu'il y a des changements climatiques extrêmement importants qui changent un peu la donne au niveau international. Nous essayons de former les diplomates des pays insulaires, donc des pays des îles, membres de la francophonie, comme Haïti, les Seychelles, l'île Maurice, la Réunion, les îles Vanuatu, etc., qui sont membres de notre organisation, pour savoir comment se défendre sur le plan international, parce que ce sont des pays qui sont menacés par les changements climatiques et par la montée des eaux. Donc nous essayons de faire en sorte qu'ils disposent d'une expertise, parce que c'est difficile dans ces petits pays d'avoir une expertise, surtout, il n'y a pas la compétence. Donc nous leur fournissons des instruments, des fiches techniques de compréhension, etc. Alors l'OIF aujourd'hui, on va rapidement passer dessus. Simplement vous rappeler qu'on a 2 instituts, un institut justement sur le développement durable qui est basé à Québec, au Canada, c'est ce dont je viens de parler sur l'environnement, qui s'occupe essentiellement de ça, et un institut pour l'éducation et la formation qui est basé à Dakar, et qui s'occupe aussi de tous ces domaines-là depuis Dakar dans le monde. Dans la région, rapidement, on s'occupe d'état de droit, des droits de l'homme et de justice. Juste pour donner quelques exemples, en République de Moldavie, nous travaillons avec les hautes autorités du Conseil de l'audiovisuel. Nous formons leur personnel pour pouvoir mieux agir dans la société moldave. Nous les préparons aussi à mieux intégrer la dimension de gestion de la mésinformation, ce qu'on dit en français, en mauvais français, fake news. Donc on appuie cela. On appuie aussi les carabiniers moldaves que Madame la Présidente de la République de Moldavie nous a demandé d'enseigner le français aux carabiniers moldaves pour qu'ils puissent venir ici en Roumanie et travailler avec la gendarmerie roumaine en français. Donc il y a une école de gendarmerie qui est basée à Roșov, donc c'est à la périphérie de Bucarest,
et il y a des formations en français pour tous les officiers supérieurs, serbes, moldaves, etc., pour après les envoyer dans des opérations de maintien de la paix. Alors un exemple, j'étais en poste, comme l'a indiqué M. Vitsa, en Haïti pendant 4 ans, et en Haïti, il y avait 40 gendarmes roumains qui parlaient le français, 40 qui parlaient le français, qui faisaient partie d'une mission qu'on appelle la MINUSTA, et qui étaient là pour être garants de l'ordre public en Haïti, avec d'autres, hein, vous n'étiez pas les seuls, mais voilà, donc il y avait des gens de Timișoara, de Ploiești, de partout. Donc, soutien aux opérations de maintien de la paix, j'en ai mentionné, formation en français des diplomates et fonctionnaires en charge des questions internationales. Nous travaillons aussi ici beaucoup avec l'INA, l'Institut national d'administration, qui est aussi basé à Bucarest, le CREFECO, dont certains connaissent peut-être un peu, qui est basé, lui, à Sofia, en Bulgarie, qui accompagne les ministères de toute la zone, et de la formation des professeurs, et en français, de français. Alors, juste aussi pour vous mentionner, vous savez, à l'OIF, est-ce que quelqu'un peut me dire combien on est à l'Organisation internationale francophonie? Combien est-ce qu'il y a d'employés? Un ordre de grandeur. Monsieur Mitsa. Pardon? Ah, vous voulez dire? Non? Combien il y a d'employés à l'OIF? 7. 7? Non, ça doit être à l'OIF. À l'OIF. Nous sommes seulement 330. C'est-à-dire qu'il y a plus, pour vous donner un exemple, il y a plus de policiers à Iași que de fonctionnaires de l'OIF dans le monde. Hein? Donc nous sommes une petite organisation avec des grandes ambitions. Voilà, avec un budget aussi qui est le nôtre, probablement supérieur à la... Je parlais du bureau de Bucarest. Ah, vous parlez du bureau de Bucarest. Non, non, je parlais de l'OIF à l'international. Donc pour vous dire que nous sommes une petite organisation, comme l'a indiqué le président, de solidarité internationale, et nous essayons de jouer avec notre budget, à peu près 100 millions d'euros, et des effets de levier. Donc nous soutenons aussi un certain nombre de projets. Nous avons une mission économique, je ne vais pas revenir à Bucarest l'année passée, mais c'est intéressant quand même parce que vous savez que la Roumanie, même avant 1989, hein, depuis les années 50, 60, a mis en place des filières francophones dans les universités. Et il y a eu, depuis des dizaines d'années, énormément d'étudiants venant notamment d'Afrique subsaharienne. Et vous avez, comme je l'ai indiqué, une très bonne réputation en Afrique. Et ces gens-là, maintenant, qui sont venus étudier à Iași, à Suceava, à Cluj, etc., maintenant sont rentrés chez eux. Ils sont au Sénégal, ils sont au Gabon, ils sont en Tunisie, etc. Et lorsque on avait fait la mission économique l'année passée, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de ces anciens étudiants qui sont venus en Roumanie, qui étaient des personnalités. Pour donner un exemple, j'ai parlé pendant longtemps avec un jeune Tunisien qui avait fait ses études de pharmacie à Timișoara et qui était le président de l'association tunisienne des pharmaciens. Donc, il parlait en roumain et pour lui, c'était intéressant aussi de voir le marché en Roumanie. Donc, ça permettait de créer des liens, pas seulement culturels, mais aussi économiques. Et donc, ça, c'est vraiment un investissement que la Roumanie a fait et que vous allez progressivement retirer ce qu'on appelle, hein, excusez-moi du terme un peu barbare, économique, les dividendes. Hein, voilà. Donc on fait aussi des soutiens à la mobilité des jeunes. Donc, beaucoup de jeunes, notamment francophones roumains, partent depuis 2 ou 3 ans en Arménie, dans le cadre d'échanges sur le cinéma, sur le théâtre, sur les relations internationales, et inversement des Arméniens qui viennent ici. Il y a une université d'été aussi qui est créée chaque année. Les Jeux de la francophonie qui vont avoir lieu bientôt, dans quelques années, en Arménie, donc ça nous intéresse aussi, etc., etc. Un prix de littérature des 5 continents, que vous connaissez peut-être, donc la dernière récipiendaire est une Camerounaise, dont je ne me rappelle plus le nom, elle a reçu ça il y a 2 jours, mais ils ont l'habitude de venir aussi en Roumanie, parce qu'il y a un projet qui est piloté depuis Cluj-Napoca, qui est présent en Roumanie et en République de Moldavie sur un concours de traduction-interprétation d'une partie de l'ouvrage. Et l'auteur vient à cette occasion-là pour remettre les prix au meilleur ou à la meilleure traductrice de l'ouvrage. Il vient souvent donc, à Bucarest et à Cluj.
Et voilà. Nous favorisons aussi l'inverse, parce que comme on l'a dit, on défend la langue française, mais pas uniquement. On a un prix de la traduction d'ouvrages du français vers le roumain. Donc, parce qu'il y a des ouvrages aussi intéressants qui passent dans le monde francophone et qui se traduisent en roumain. Nous valorisons aussi la littérature roumaine qui a été traduite en français dans le monde francophone. Par exemple, nous disposons de plus de 330 centres de lecture et d'animation culturelle dans les pays, notamment du Sud, dans lesquels on trouve toute la littérature roumaine reconnue sur le plan international en français, pour que les francophones d'ailleurs ont aussi accès à ce corpus. Donc c'est intéressant, etc. Voilà, donc je ne vais pas beaucoup m'appesantir, on change de diapositive, Monsieur Butza. Donc on l'a dit, donc la représentation pour l'Europe centrale orientale, on a une couverture géographique énorme, on est, comme l'a indiqué M. Butza, on est 7 depuis Bucarest, 6 pays membres, donc vous le voyez ici, vous n'avez pas changé, vous êtes en retard d'une diapo, voilà. Encore une, voilà. Non. Non, ça va. Encore. Non, là vous retirez. Voilà. Donc 6 États membres, donc l'Albanie, l'Arménie, la Macédoine du Nord, la République de Moldavie, la Roumanie et des pays membres associés. Je ne vous raconterai pas ce que c'est la différence, mais c'est le détail. Il y a un certain nombre de pays observateurs, le centre régional de Sofia. Voilà, donc maintenant on va passer à la prochaine diapositive sur les mythes. Voilà, j'espère qu'on va avoir un échange un peu plus interactif. La francophonie, alors est-ce que la francophonie c'est la France? Non. Bon, c'est une bonne remarque. Est-ce que la francophonie c'est uniquement ses anciennes colonies? Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que la Roumanie n'a jamais été membre de l'Empire colonial français, hein, la Suisse non plus, le Canada en partie mais pas complètement, le Liban n'a jamais été, l'Arménie non plus, donc il y a beaucoup de pays qui sont venus en francophonie qui ne sont pas ni la France, ni les anciennes colonies françaises. Pour ça, c'est extrêmement important que de le savoir, parce que ça peut avoir des répercussions importantes. Surtout récemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un contexte politique et géopolitique très changeant, avec un changement de perception sur la scène internationale, et 3 pays, malheureusement, ont décidé de quitter la francophonie récemment, que sont le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de quitter la francophonie? C'est tout simplement, dans ces pays-là, il y a eu des coups d'État, donc il y a quelques années, et la francophonie a un mécanisme, lorsque un pays membre de notre organisation fait un coup d'État, on le suspend. On ne l'exclut pas, mais on le suspend. C'est-à-dire, on le met à côté. Et ils ont estimé que c'était à cause de la France. Alors, notre organisation, à quelque part, est punie parce qu'ils ont fait un amalgame entre notre organisation et la France. Et c'est un problème, parce qu'à quelque part, ils punissent autant les Roumains, les Arméniens, etc., de leur présence, que la France. Donc, c'est pour ça que c'est important que de faire cette distinction entre francophonie et France et ancienne colonie. Voilà. La francophonie, est-ce qu'elle impose le français et empêche la diversité linguistique? C'est aussi une remarque qu'on fait beaucoup, ce qui n'est pas le cas. Comme on l'a indiqué, je vous ai donné quelques exemples avant. On traduit du français vers le roumain, on travaille avec les langues nationales, bien entendu. On estime que d'abord les jeunes doivent apprendre leur langue maternelle. C'est important de bien maîtriser votre langue, en l'occurrence le roumain pour la plupart d'entre vous, j'imagine, et après de passer à une langue étrangère. Donc d'abord de bien maîtriser, et nous travaillons avec énormément de langues. Nous avons même des accords avec les pays d'expression lusophones. Donc lusophone, ça veut dire les langues, le portugais,
portugais, hispanophone. Donc nous travaillons aussi avec ces grandes langues internationales, mais aussi sur le plan local. Nous mettons à disposition des dictionnaires entre le bambara, le peul, le français, etc. Voilà. Donc la francophonie n'impose pas le français, on travaille avec les langues nationales et on promeut la diversité linguistique. On ne veut pas que le français soit la langue franca du monde international. On veut que l'allemand, le portugais, le russe, l'arabe puissent coexister dans cette grande scène internationale. Alors, souvent on me dit, mais pourquoi le français comme l'espagnol, comme l'anglais, il y a un corpus de connaissances, une connaissance avec un grand C. Alors j'en parlais beaucoup avec mes amis haïtiens, qui ont le français et le créole comme langue d'usage, et pour eux, la langue française, c'est l'accès à la culture et à la connaissance, parce que tout n'a pas pu être traduit en créole. Et l'argent qu'il faudrait pour tout traduire en créole, tout traduire en albanais, ou tout traduire en géorgien, c'est pas possible. Donc il y a toute une connaissance dans tous les domaines, techniques, scientifiques, médicales, sciences sociales, etc., qui appartiennent à l'humanité, mais qui sont véhiculées par ces langues internationales. Donc c'est important que de maîtriser ces langues internationales, quelles qu'elles soient, pour avoir accès à ce savoir, et ayant accès à ce savoir-là, pour mieux vous développer et pour mieux vous projeter dans votre avenir ou vos avenirs respectifs. Donc c'est important. Donc la francophonie n'est pas uniquement la langue française, c'est un espace, je l'ai dit, on travaille sur l'éducation, sur l'environnement, etc. Et la langue française est la langue de travail de notre organisation, bien entendu, mais on ne fait pas que de la défense de la langue française, ça représente peut-être 10 ou 15% de nos activités. Voilà, mais tout se passe en français. Par exemple, on va mettre en place un partenariat probablement avec le centre d'excellence d'ici et l'Académie de Bernade, et nos documents vont être en français. Donc voilà. Donc c'est pas uniquement la langue française. On a dit aussi, le français est en déclin partout dans le monde. Non. Non, elle n'est pas en déclin partout dans le monde, elle est en déclin en Europe, oui, mais c'est une des rares langues de progression internationale avec l'anglais et avec l'espagnol. Le français, espagnol et anglais sont les langues internationales les plus à croissance positive. Et pour vous donner un chiffre, on est presque à 8% de croissance pour la langue française, ce qui est beaucoup. Alors je parle bien de langue internationale, parce que je pourrais prendre le mandarin. Mais le mandarin n'est pas véritablement une langue internationale, mais qui est aussi en expansion. Donc voilà. Donc là, je vous dis, donc le français n'est pas en déclin partout dans le monde, donc c'est une erreur que de le mentionner. Il peut être en déclin dans certaines structures, dans l'Union européenne, dans les pays d'Europe centrale-orientale, mais ça respire. Je ne sais pas, bon, parmi vous, certains n'étaient pas encore nés dans les années 80, mais dans les années 80, si vous alliez à l'époque en Tchécoslovaquie, pour prendre cet exemple-là, il fallait parler l'allemand, si vous ne parliez pas le tchèque. C'était la langue usuellement parlée en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, nettement moins. Donc, les langues, ça respire. Et aujourd'hui aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un changement complet au niveau de la scène internationale, notamment par le nouveau positionnement des États-Unis d'Amérique dans l'aide publique au développement et dans leur présence sur la scène internationale. Vous l'avez peut-être su, je ne vais pas vous casser les pieds, excusez-moi, c'est une expression un peu triviale, avec cela, mais les États-Unis ont décidé de ne plus s'engager dans les projets de développement, et ce qui va affecter énormément de structures, ni dans les médias. Par exemple, en Roumanie, vous avez beaucoup utilisé, à un moment donné, il y avait Voice of America. Donc, ces médias-là vont être démantelés. Et beaucoup d'aides vont être démantelées. Ça veut dire que aide américaine égale langue anglaise. Langue anglaise en recul, parce qu'il y aura d'autres acteurs qui vont venir, qui vont occuper ce champ-là. Ça va peut-être l'Union européenne, peut-être la Suisse, peut-être la France ou d'autres acteurs. Et donc ça va avoir des répercussions importantes. Un exemple très concret, ça va moins toucher l'Union européenne, donc moins toucher la Roumanie, mais des pays périphériques, comme la République de Moldavie, comme
comme le Kosovo, par exemple, pour prendre ces deux exemples. Parce que la République du Moldavie était soutenue très fortement par les fonds américains. Donc aujourd'hui, il va y avoir un retrait de cela, et peut-être avec ce retrait-là, aussi un engouement restreint, plus restreint, une utilité moindre de l'apprentissage de l'anglais. Tout ça, ce sont des hypothèses, donc tout ça change, tout ça est variable. Tout n'est pas figé dans le marbre, d'où les motifs d'espoir et de lueur. Voilà, donc la francophonie ne sert qu'à la politique et à la diplomatie, je crois que c'était clair, non. La francophonie est une organisation dépassée, non plus. Tout simplement, on essaie de s'adapter au mieux en fonction des réalités. Nous avons fait d'énormes progrès dans notre manière de fonctionner. Alors maintenant, il y a d'autres défis. Je vous ai mentionné un, c'est le chamboulement sur l'aide publique au développement. L'Union européenne a moins d'aide publique au développement et le consacre plus, malheureusement, à l'armement, etc. Donc il y a des changements. Et il y a ce défi-là, il y a un autre défi. On a parlé un peu avant-hier à Barlade sur l'introduction progressive de l'intelligence artificielle dans nos vies courantes, quel que soit le niveau, que ce soit que vous soyez comptable, que vous soyez avocat, que vous soyez traducteur, interprète, etc. Ça va avoir des répercussions. Je n'ai pas de solution miracle, mais néanmoins, il va falloir s'adapter, il va falloir limiter, il va y avoir des codes d'éthique et de déontologie à respecter. Il y aura très certainement l'usage de l'intelligence artificielle aussi pour l'apprentissage des langues, pour les professeurs, etc. Il y aura des bouleversements, il faudra nous mettre à la page, comme on dit, mais pas automatiquement se soumettre à la dictature d'une technologie, mais il faudra l'apprivoiser et l'intégrer dans nos modes de fonctionnement le plus démocratiquement possible. Voilà, donc l'OIF suit ces mouvements-là. On a eu récemment avec le CREFECO justement l'usage de l'intelligence artificielle dans le cadre du FLE, donc FLE c'est le français langue étrangère, mais aussi dans le cadre de la diplomatie, ça change aussi. Les problèmes de sécurité, les problèmes de droit d'auteur se posent, etc. Donc l'anglais, est-ce qu'elle a déjà gagné? La francophonie ne sert plus à rien? Non. Tout est évolutif, tout change. Il est vrai que je connais assez bien la Roumanie, parce que bon, maintenant ça fait déjà 2 ans que je suis là, mais j'ai vécu déjà il y a une quinzaine d'années, pendant 5 ans, parce que j'étais passé ici, mais je voyageais dans la région, et je voyais aussi beaucoup de Roumains qui étaient un peu illusionnés par ce que l'anglais pouvait apporter. Je me rappellerai toujours, c'était donc des amis qui avaient fait des études de dentiste à l'université Carole Davila, et qui avaient décidé de partir en Allemagne pour s'installer. Et ils parlaient très bien l'anglais, pas un mot d'allemand. 2 ans plus tard, ils sont venus en Roumanie en disant « mais ils ne parlent pas l'anglais les Allemands ». Et ils étaient un peu surpris. Et puis j'ai dit « oui, l'anglais c'est utile pour voyager, etc. » Mais les pays gardent quand même leur spécificité. Et puis s'ils ont un dentiste, ils veulent peut-être parler, leur dire que pourquoi ils ont mal ici, dans leur langue nationale. Donc il faut s'adapter, il faut apprendre l'allemand en l'occurrence pour eux. Mais ils étaient un peu déçus de la portée beaucoup plus limitée qu'ils avaient imaginée dans l'usage de l'anglais. Voilà, c'est un exemple concret que j'ai pu vivre. La francophonie n'est pas réservée aux élites, ça peut être le cas par le passé, notamment en Roumanie. Je vous ai parlé d'Alexandre Iancuza, c'était l'élite à l'époque, vous le savez. Il y avait aussi le roi, les différents rois de Roumanie, la reine de Roumanie, Maria, etc. Ou les boyards, la plupart des boyards roumains parlaient le français. C'était réservé à une élite, on va dire, éduquée, une élite éclairée. Aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous êtes je ne sais pas où, à Giorgio, vous pouvez apprendre le français grâce aux outils numériques. C'est accessible à tout le monde. Donc ce n'est pas une langue qui est réservée aux élites. Voilà, donc je vais conclure maintenant. Donc un certain nombre de défis. Donc la francophonie est un monde globalisé, de nouveaux défis, je vous les ai mentionnés. Une francophonie qui est à l'avant-garde de la défense des diversités culturelles et linguistiques, important, parce que vous le savez, chaque année, des dizaines de langues disparaissent sur la scène internationale ou nationale.
Aujourd'hui, quelqu'un sait combien de langues actuellement en usage dans le monde? Plus de 7000. Plus de 7000. Et certains pays, comme un pays francophone, le Cameroun, combien il y a de langues au Cameroun? 250. 250 langues. Alors, pour ces pays, le fait de parler le français, ou de parler l'espagnol, ou de parler l'anglais, ou de parler éventuellement le portugais, c'est extrêmement important. Parce qu'imaginez vos 250 langues, c'est compliqué. Donc, il faut une langue de communication pour l'ensemble. Donc, ça fait aussi partie, on l'a dit, d'un vecteur de paix, de pouvoir parler une langue que tout le monde connaît, et qui n'est pas une langue dominante de l'espace géographique du pays. Parce que si vous imaginez qu'il y a une langue qui prend le dessus national par rapport aux autres, ça peut créer des tensions, des frottements, etc. Voilà. Voilà, donc je vais clore en vous remerciant de votre attention. Et si vous avez des questions, des observations, des critiques, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Et puis après, je vais passer la parole à Alexandre pour les détails de comment ça fonctionne avec le QR code, etc. Voilà. Donc la parole est à vous. Qui a des questions, des remarques, des plaintes à formuler? Vous pouvez le faire en roumain, on le traduira, et puis ou bien en français, ou si vous avez envie de parler une autre langue étrangère, nous sommes ouverts à la Ligue linguistique, n'hésitez pas. Puisque vous parliez de 250 langues au Cameroun, et même le nombre total de langues qu'on parle dans le monde, il ne serait pas, je ne sais pas, mais il y a peut-être des dialectes et des parlers qu'on compte là. Oui, oui. Parce que j'imagine qu'au Cameroun, on ne parle pas des langues, mais des dialectes. Alors, des dialectes, oui, plutôt. Oui, je ne suis pas rentré dans la distinction entre, ou le débat entre ce que c'est une langue et ce que c'est un dialecte. C'est toujours un tout petit peu compliqué, voire un peu politique parfois. Je connais un peu la situation dans mon propre pays. Vous savez, en Suisse, on parle 4 langues officielles. Hein. Donc il y a le français, il y a l'allemand, mais l'allemand, le Hochdeutsch, il y a l'allemand d'Allemagne. Mais sous ce vocable-là, il y a 20, ce que vous appelez dialectes. C'est compliqué que de dire qu'ils parlent un dialecte, parce que des fois, c'est dévalorisé ou dévalorisant, en fonction des gens. Et après, on a l'italien et le retour-romanche. Voilà, oui. D'autres remarques, questions? Vous avez le micro devant vous pour parler. Et j'en ai un deuxième ici. Sinon, je vous offre mon micro pour vos questions. Allez-y. Un peu de courage. Est-ce que j'étais clair? Est-ce que j'ai parlé trop rapidement? Est-ce que j'ai mâché mes mots? Non, ça va, ok. Mâcher mes mots, vous savez ce que ça veut dire comme expression? Oui, je vois que ça hoche là-bas. Je ne sais pas si madame le professeur, probablement. Voilà, donc vous ne comptez pas, madame, désolé. S'il n'y a pas de questions, ou si vous êtes un peu timide, donc, c'est poate romanește, hein? Nous? Vous dormez encore? Non, ici, on est habitué, pardon, ici, on est habitué que les conférences soient moins interactives. Alors, les gens sont éduqués pour venir écouter, applaudir éventuellement à la fin. Alors vous pouvez applaudir, c'est bien aussi. Alors, d'accord, donc alors... Voilà pour la raison pour laquelle la dimension interactive ne va pas si bien. D'accord, donc je vous laisse... Alors, à ce que vous voyez maintenant, on a un code QR qui va vous mener vers un questionnaire
de 3 questions. Et avec, s'il y a de bonnes réponses et des gagnants, on va voir, parce qu'à la fin, ces gagnants vont être tirés au sort. Les bonnes réponses, oui. Récompensés. Voilà, donc en fait, je vous ai parlé du prix des 5 continents. J'ai 2 livres en français et un livre en roumain, un livre qui a été traduit en roumain du français, Totsi Kopi Taipispici, voilà, et puis qui est de Beata Umiebi, et puis de Monique Pou, qui était là il y a 2 ans en Roumanie, Enlève la nuit, et puis un kit avec un certain nombre d'objets promotionnels de la francophonie. C'est difficile. J'espère que ça va. Les premières réponses, 2 réponses à 100%, c'est déjà impressionnant. Ah, vous avez le débat. Je peux voir en direct comment ça se passe. 4 réponses. C'est pas que pour les profs, non, pour les élèves aussi. Pour tout le monde. Tout le monde peut participer. Allez-y. N'oubliez pas d'indiquer votre nom, votre prénom et votre mail. Et on a déjà 15 réponses. 15 réponses juste? Page de boxe. Voilà, nous sommes à 15 réponses. Qui dit mieux? Donc il faut au moins, pour que le scrutin soit valide, il faut au moins qu'il y en ait 30. Hein. –31, 32. C'est vrai? Ah ben voilà, donc le scrutin est valide. La preuve. Et puis, ça change. Et puis là, ça change de 35 maintenant. C'est génial. Ah, nous sommes déjà 38 participants. Donc c'est bien. 39, donc on vous laisse encore 2 minutes avant de clore le scrutin, parce que ça, pour pas que les gens se changent les bonnes réponses. Et surtout ne trichez pas. Donc une personne peut répondre une fois au questionnaire. Donc, on a un pourcentage de 93% de réussite. Alors, bravo, déjà, je crois qu'on va clore la participation. Sinon, nous devons
supplémenter. Donc nous avons alors, je vous laisse la parole, monsieur Mixin, pour les chiffres que nous avons. Oui, je dois faire un petit truc maintenant pour voir les réponses exactes. Quarante-six. 36 secondes sur combien? Vous pouvez afficher les résultats. Oh, Microsoft. Alors, on a Micro. 50. Oncle. Alors, et voilà. Ce sont les personnes qui ont bien répondu. Et pour le tirage au sort, on fait comment? Je ne connais pas les gens, je vais prendre trois noms. Alors, on va ouvrir l'esprit. non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre trois noms à l'heure, enfin, C'est à vous de choisir. Et donc, tous ces gens-là ont répondu positivement. Oui. Sur les 50. Oui. Bon, alors, les questions étaient, je ne me rappelle plus. Alors, la première, c'était en quelle année, à l'initiative de quel chef d'État, l'organisation. En quelle année, à l'initiative de quel chef d'État, l'Organisation internationale de la francophonie a-t-elle été créée? Il y avait trois variantes, 1969, 1970, 1973, 1985. D'accord, la bonne réponse était? C'était bien sûr 1970. Voilà. Deuxième question. Quel est l'objectif principal de l'OIF? Promouvoir l'usage exclusif du français dans le monde, renforcer la coopération entre les pays francophones dans divers domaines, imposer une culture francophone unique à tous ses membres et défendre les intérêts économiques des pays francophones. Et c'était B, renforcer la coopération entre les pays francophones dans divers domaines. Voilà, donc renforcer la coopération entre les pays francophones. Oui, et la troisième question, c'était quel pays en dehors de l'Europe et de l'Afrique est membre de plein droit de l'OIF? Le Brésil, le Vietnam, l'Australie et l'Inde. Et la réponse était? Vietnam. C'était le Vietnam, voilà. Donc j'ai reçu... Puis pour nom, prénom, email. Nom, prénom, email. Donc nous avons reçu 50 exactement 00 réponses. Et parmi les 50, ils sont tous justes? Oui. Ok. Je suis impressionné. Donc nous avons 4 prix. Je ne vous connais pas, donc je vais prendre comme ça un peu à hasard. Allez, on va prendre Aurélia Chourelarou.
professeur de français. Bon, bah écoutez, le hasard fait bien les choses. Merci beaucoup. Bah, voilà, je connais personne. Donc voilà. Allez, je vais choisir un homme. Donc j'imagine que monsieur Apetre Livio Andrei, c'est pas mal. Livio Apetre. Voilà. Ok. Je vais prendre a priori là en haut la première qui a répondu, a priori là parce que je vois là, Razascu Carmen. Voilà, toujours Encore une fois, alors, on va prendre encore et un homme. Like Victor. Like. Voilà, donc, parfait. Alors, mesdemoiselles, mesdames, vous préférez en français ou en roumain? Ok, donc ça c'est pour vous. En français aussi. Vous, je vous donne en roumain parce que voilà, hein, c'est un premier pas. Et puis pour vous, le plus jeune, le plus geek. Voilà. Ok. On peut gagner. Bravo, bravo. Félicitez-les. Hein? Bravo. Bon, vous avez remarqué que j'étais sensible à l'équilibre genre, ouais. 2 hommes, 2 femmes, c'est une dimension importante en francophonie. Et puis, on est tout à fait d'accord. Et 2 professeurs et 2 élèves, donc c'est parfait, donc tout le monde est content. Ben, merci encore. Voilà, donc je vous laisse la parole à M. Mixin pour clore. Il n'y a que de bons mots à dire à la fin. Je vous remercie pour votre sacrifice d'aujourd'hui, de nous consacrer une petite moitié de votre journée d'aujourd'hui à nous, à l'idée de francophonie, à notre conférence, à notre événement d'aujourd'hui. Soyez bénis et on vous attend aux autres événements qui seront présentés par le Centre départemental d'excellence, par l'Académie Bourg-le-Dames et par l'organisation ou sous les auspices de l'Organisation internationale de la francophonie. À suivre avec attention. Merci beaucoup. Bon. Voilà, encore un merci spécial à toutes les personnes qui ont réussi à se réveiller pour venir à 10h30 un samedi matin et à toutes les personnes qui sont venues d'ailleurs que Vassouris.